Votre invité, Sonia Mabrouk, est le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Yannick Jadot. Bonjour. 12 jours de campagne, c'est donc la dernière ligne droite. 3 grands meetings se sont tenus hier, celui de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, celui d'Éric Zemmour au Trocadéro à Paris et puis le vôtre dans la capitale aussi, au Zénith. Est-ce qu'un meeting peut inverser une tendance ou provoquer un sursaut décisif ? C'est certainement un moment de mobilisation de ces militantes et ces militants. Et une campagne électorale, ce sont des militantes et des militants sur le terrain qui vont à la rencontre des Françaises et des Français. C'est un moment de cristallisation aussi sur le message qu'on veut faire passer dans ce moment. Et c'est vrai que nous, notre message, c'est de dire le climat, la biodiversité, la justice sociale, l'hôpital, l'école n'ont pas été des grands sujets jusqu'à ce jour de la campagne présidentielle. C'est pourtant essentiel. C'est ce qui fait la force de notre pays. C'est ce qui doit faire sa force demain. Et puis surtout, ce sont les grands défis de l'humanité. Quand on voit à quel point la guerre en Ukraine, ces atrocités sont aussi liées à nos dépendances aux énergies fossiles. Quand on voit à quel point la météo, si on écoute certains météorologues, va être très dure cet été avec des canicules très lourdes de conséquences. Et donc, nous voulons, dans ces 15 derniers jours, mettre l'essentiel, l'urgent, le structurel au cœur de cette campagne. Au meeting d'Éric Zemmour, il y avait foule, Yannick Jadot, il faut le dire. Certains parlent d'une démonstration de force et une partie, je précise bien qu'une partie de la foule a scandé Macron assassin. Le candidat a précisé après son meeting qu'il n'avait pas du tout entendu cette phrase, qu'il condamne d'ailleurs, dont acte. Quand vous parlez dans un meeting, vous entendez très bien la foule. Mais ce message... que vous insinuez qu'il ment ? Ce message est indigne. Ce message est indigne. Nous sommes en République. Vous savez que le projet d'Emmanuel Macron n'est pas le mien. Sur le climat, sur l'écologie, sur l'environnement, évidemment, sur l'agriculture, sur le social, avec un programme très brutal du président de la République. Mais nous devons rester dans le cadre de la République. Nous devons pouvoir débattre dans ce pays. Trop souvent, on est dans les derniers jours. Si on pouvait sortir des invectives, si on pouvait sortir des boucs émissaires, si on pouvait respecter la parole, y compris de nos concurrents, pour que ce soit un débat argument contre argument. C'est important ce que vous dites, Yannick Jadot. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des condamnations à géométrie variable ? Vous condamnez cette phrase et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous dénoncez aussi les agissements lorsque Marine Le Pen, en Guadeloupe, a été prise à partie par des militants d'extrême gauche ? Rappelons aussi que le même Éric Zemmour a lui aussi été la cible de projectiles lors d'un déplacement à la colline du Crac à Paris. Est-ce qu'il faut aussi condamner ces violences avec la même virulence que d'autres agissements ? On peut manifester sa désapprobation par rapport à des idées, par rapport à des candidatures, surtout quand ces candidatures stigmatisent une partie des Françaises et des Français. Mais on doit pouvoir faire campagne. On est dans un moment, vous voyez l'ampleur... Mais vous condamnez ces violences ? Oui, je condamne toujours les violences. Je condamne toujours les violences. Mais vous voyez combien notre pays est taraudé par des tensions. Il y a des colères. Il y a beaucoup d'interrogations des Françaises et des Français sur ces crises qui se multiplient, qui sont de plus en plus brutales au niveau national, européen, comme au niveau international. Et une campagne électorale doit être le moment où ces interrogations, ces colères et ces enthousiasmes, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans notre société, trouvent un débouché politique pour faire un choix de société. Pourquoi vous ne le portez pas ? Vous rêviez d'arriver à la tête de la gauche. Et aujourd'hui, je sais que vous n'aimez pas qu'on parle du vote utile, mais la réalité est têtue, les faits sont là, ce sont que des intentions de vote pour l'heure, évident, et c'est une photographie à l'instant T. Mais vous auriez eu du mal à dire ce matin qu'il n'est pas le vote utile, Jean-Luc Mélenchon. Moi je suis convaincu que le vote utile pour notre pays, le vote utile pour le climat, le vote utile pour, je l'ai dit, notre capacité à apaiser, à rassembler notre pays autour d'une justice sociale, pour remettre de la bienveillance, de l'entraide dans notre pays, pour remettre de la démocratie et pour construire cette Europe dont on voit qu'on a tellement besoin pour affirmer... Mais pourquoi ça ne transparaît pas aujourd'hui ? On verra le 10 avril. Non, on verra le 10 avril. Permettez-moi. Vous savez, on a une campagne qui est très particulière.
On a eu évidemment toute cette période de Covid et qui continue, qui a déstabilisé notre société, qui nous a tous accaparés. On a aujourd'hui des images d'atrocités, de crimes de guerre perpétrés en Ukraine. On va avoir 12 jours. Vous l'avez rappelé, on va avoir 12 jours de campagne. Est-ce qu'on peut laisser les Françaises et les Français, dont toutes les enquêtes, au moins là-dessus, sont consensuelles, beaucoup d'indécision, beaucoup de volatilité. Jusqu'à 40%, parlons-en d'ailleurs. Jusqu'à 40%. Peut-être de l'abstention. Et moi, j'invite les Françaises et les Français à s'emparer de cette élection. 40% de Français qui n'ont pas encore décidé, figé leur... Donc vous voyez que vous pensez que c'est un potentiel pour vous ? Mais bien sûr, parce que je sais combien nos sujets sont essentiels. Nous sommes sous pic de pollution dans une partie de la France. Même en Bretagne, qui pourtant, normalement, avec les vents, fait qu'on a peu d'événements très lourds de pollution comme on peut en avoir en Île-de-France. Même là, on est sur des pics de pollution. Est-ce qu'à un moment donné... Mais c'est pour ça qu'on s'étonne que vous n'incarniez pas le combat écologique. On verra le 10 avril. Qui vivra, vous savez, verra. Comme on dit dans mon pays, alors depuis que je dis cette formule, tout le monde me dit, mais dans mon pays aussi on le dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On verra le 10 avril, mais moi je fais confiance aux Françaises et aux Français pour que ils sont préoccupés par la santé. Ils sont préoccupés par leur pouvoir d'achat. Et nous avons des réponses d'urgence et des réponses structurelles sur les transports, sur le logement, sur l'alimentation, sur le chauffage, évidemment. J'espère que pendant ces 12 jours, nous allons convaincre. On va développer ces arguments, et d'ailleurs tout à l'heure avec Dimitri Pavlenko et Mathieu Bock-Côté. Mais tout d'abord, Yannick Jadot, après que vous ayez qualifié Total Énergie de criminel de guerre du fait de ses activités en Russie... J'ai pas qualifié Total de criminel de guerre. Je les ai accusés de complicité de crimes de guerre, ce qui n'est pas la même chose. Vous avez quand même été... en tout cas, il y a une plainte en diffamation. Oui. Est-ce que vous maintenez cette accusation ? Bien sûr. On a un groupe français... Vous avez des centaines d'hommes, de femmes qui travaillent pour Total. Vous les insultez de la même manière ? Vous les mettez dans le même groupe ? Mais attendez. Complicité de crimes de guerre ? Monsieur Pouyanné est très en colère au nom de ses actionnaires. Au nom de ses salariés aussi. Non, ça s'appelle de la communication. Ces salariés, interrogeons-les. Est-ce qu'ils ont envie que Total, qui il y a quelques semaines était encore birmanier, qui finançait la dictature birmane, est-ce que les salariés de Total soutiennent le fait que Total se développe en Ouganda ? Il va y avoir 30 000 personnes déplacées. Mais vous, président Yannick Jadot, vous allez choisir où chaque entreprise a le droit d'aller sur la carte du monde, c'est-à-dire il n'y aura plus beaucoup de pays, dites-moi. Il est évident que, vous savez, on a deux choses. Monsieur Pouyanné, je l'ai dit, il a le groupe Total en Russie. Ils ont des partenariats avec des entreprises qui sont très liées au cercle le plus restreint de Vladimir Poutine, avec des personnes qui sont sous sanctions internationales aujourd'hui. Alors oui, Total, par ses activités, finance l'effort de guerre de Poutine. Attendez, c'est important. J'arrive. Non, parce que c'est très important. Auchan. Oui, mais c'est pas les mêmes cercles de pouvoir. C'est pas les mêmes cercles de pouvoir. Donc certaines entreprises peuvent rester pour vous. Moi, je souhaite qu'elles partent. Mais attendez, c'est pas logique. Non, mais je vous dis, je souhaite qu'elles partent. Le patron d'Auchan vous dit hier qu'il reste pour nourrir les populations. Donc en quoi cela Moi, je souhaite. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut pas être sidéré par les atrocités de la guerre. On peut pas être sidéré par ces populations civiles qui sont bombardées. On a 10 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui sont sur la route de l'exode. Déjà plusieurs millions en Europe. C'est à nos frontières. Non, Monsieur Jadot, la Russie ne va pas disparaître de la carte. Faire partir nos entreprises françaises pour que d'autres prennent leur place. Pas tout le monde y pense. Il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour que s'impose le cessez-le-feu ? Qu'est-ce qu'on fait pour aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens ? Et effectivement, vous savez, j'ai été très dur sur Total, mais la responsabilité, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a aidé Total à s'installer en Russie. Ce que je demande, c'est qu'Emmanuel Macron retire Total de Russie comme il a aidé Total à s'installer en Russie. Tant que on a 20 milliards, depuis le début de la guerre, 20 milliards d'euros des Européens pour l'achat de gaz et de pétrole qui sont allés alimenter la machine de guerre russe. Si on coupe ça, la guerre s'arrête parce que Poutine ne tient plus. Si on veut que la guerre s'arrête, il faut qu'on ait cette capacité-là. Monsieur Jadot, hier, invité au grand rendez-vous européen CNews Les Échos, l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement a affirmé, parlant de vous, que si on fait confiance à ce genre de candidat pour défendre les intérêts de la France, on est mal parti. Les intérêts de la France, c'est quoi ? Les intérêts de la France, c'est quoi ?
Moi, je souhaite qu'on ait des entreprises qui soient responsables. Vous savez, la majorité des entreprises... C'est quoi la responsabilité ? Dites-nous, quand monsieur Auchan... Attendez. Vous me posez une question, je vais essayer de vous répondre. Pour comprendre votre positionnement, hier, le patron d'Auchan, dans le journal du dimanche, justifie le maintien de ses enseignes en Russie car il s'agit de nourrir les populations, éviter l'inflation. Écoutez, je vous ai dit... attendez, là, franchement, il y a des gens en Russie qui sont héroïques aujourd'hui. Ils vont sur la place rouge avec des panneaux contre la guerre en Russie. Ils sont enfermés. Alors ces gens qui instrumentalisent les Russes et les salariés, j'ai même vu M. Pouyanné montrer à l'antenne une photo de 2 soldats ukrainiens qui, disait-il, sont des salariés de Total en Ukraine. Mais vous pensez que les soldats ukrainiens aujourd'hui, ils sont contents qu'on aide le financement de guerre de la Russie? Bien. Je voudrais juste rappeler par rapport à Total, pardonnez-moi, mais que l'ancien président de Total, c'était il y a quelques années, M. de Margerie était mort, c'était lui aussi, le déploiement de Total en Russie, justement sur le territoire russe à l'époque. Et on n'a toujours pas su la vérité d'ailleurs, totalement sur cette mort. Mais ce que je veux dire, vous savez, on a, y compris l'Agence internationale de l'énergie, donc vraiment ce qui se fait de plus international, de plus... ils disent, il ne faut plus aller chercher une seule goutte de pétrole. Le chaos climatique a déjà débuté. On a y compris, vous savez qu'une partie des hausses de prix sur les céréales, sur les fruits et légumes est liée déjà aux effets du dérèglement climatique. Est-ce qu'à un moment donné, on peut mettre le paquet pour à la fois aider le pouvoir d'achat? Comment on gère les déplacements? Vous le savez, jusqu'à 1 000 € dans mon projet, 1 000 € de carburant remboursé sur le covoiturage, des centaines d'euros d'économisés en investissant sur l'isolation des logements. Donc, on s'extrait de cette dépendance aux énergies fossiles et on s'extrait. C'est une responsabilité majeure. Et on peut pas laisser Total. On peut pas laisser Total aller partout en violation des droits humains pour aller chercher du pétrole et du gaz. Où vous voulez que les entreprises s'installent, mais sur le pétrole et le gaz. Est-ce qu'on est obligé de détruire une réserve naturelle en Ouganda et de déplacer 30 000 personnes parce que c'est un pays africain? Est-ce qu'on est obligé de soutenir la dictature birmane pour aller chercher du gaz? Eh bien, ayons un peu de responsabilité au profit de l'éolien, du photovoltaïque, de la biomasse, de l'eau, Yannick Jadot, de la mer. Joe Biden s'est engagé à livrer 15 milliards de mètres cubes additionnels de gaz naturel liquéfié d'ici à la fin de l'année pour réduire donc la dépendance européenne au gaz russe. Bien. Et maintenant, on va être dépendant donc des Américains. Alors, pardonnez-moi, moi je fais jamais la confusion entre les États-Unis et la Russie. Vous êtes content qu'on se fournisse du gaz de schiste que nous refusons d'exploiter chez nous? Mais non, attention à pas jouer des dépendances équivalentes. Moi, des fois, non, mais parce que j'entends des responsables politiques. On nous a fait le coup avant l'invasion. Après, ils se sont tous cachés. Mais en disant qu'au fond, Poutine et Biden, c'était pareil. Je vous pose pas ça. Je vous dis, on va se fournir, Monsieur Jadot, de gaz de schiste que nous refusons d'exploiter chez nous. Mais oui, quand même, la situation est cocasse, reconnaissez-le. Mais est-ce qu'à un moment donné, plutôt que... Vous voyez bien le risque qu'on a encore. Toute cette situation, toute cette guerre a démontré combien nos dépendances aux énergies fossiles étaient dramatiques pour la paix et la sécurité dans le monde. Vous allez vous chauffer l'hiver prochain au gaz de schiste américain. Laissez-moi répondre. Si vous me laissez répondre, comme ça vous aurez le fond de ma pensée. Toutes ces dépendances aux énergies fossiles nous mettent dans des situations dramatiques et d'abord pour le climat. Donc moi, l'alternative au fond, à aller chercher du gaz de schiste qui est extrêmement polluant, c'est enfin, et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis des années, c'est ce que nous proposons depuis des années. Réduire nos consommations d'énergie en rendant la vie des Français plus confortable et en leur rendant du pouvoir d'achat. 2, déployer les énergies renouvelables. S'il y a une leçon à tirer, et c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, s'il y a une leçon à tirer de tout ce contexte, c'est que les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix, de sécurité et d'indépendance. Donc mettons le paquet. Vous savez que par exemple là, en France, on a plein de projets. Vous chauffer l'hiver prochain avec du gaz de schiste américain. J'y arrive. Mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on arrive? Mais on peut s'en passer. Je vous dis qu'on peut s'en passer. Il y a plein de scénarios de l'Agence internationale de l'énergie et de la Commission européenne pour dire qu'on peut s'en passer. Si on a plein de projets d'énergie renouvelable dans notre pays qui ont été validés,
Ils ont passé toutes les étapes. Mais aujourd'hui, il leur manque la signature des préfets. Eh bien, si on valide tous ces projets, qu'ils se mettent immédiatement en place, on économise 30% du gaz dont on a besoin pour l'électricité. Voilà ce qu'on doit faire. Répondre à la question de la guerre aujourd'hui, répondre au pouvoir d'achat des Français et enfin avoir une transition énergétique qui nous sauve du dérèglement climatique. On va continuer à en parler avec vous, bien sûr. Vous restez à ce micro, Yannick Jadot. Yannick Jadot est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. À vous l'honneur. Alors Jean-Pierre Chevènement, évoqué plus tôt par Sonia Mabrouk à ce micro hier, disait à votre propos, mais pas seulement à votre sujet, il plaide pour le retrait des entreprises françaises en ce moment de Russie, qui doivent quitter la Russie. Mais la Russie va survivre, premièrement, à la guerre, à Vladimir Poutine. Elle sera encore là demain, mais si les entreprises françaises en sont chassées, elles ne pourront pas y revenir et d'autres entreprises étrangères auront occupé ce terrain, l'occuperont encore. Finalement, la France sacrifie ses propres intérêts. Ah bon ? C'était son propos. D'accord, mais vous savez, Monsieur Chevènement, ça fait des années il fait partie de ces responsables politiques français qui ont beaucoup excusé Vladimir Poutine, qui ont depuis longtemps été dans la complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Vous savez, Vladimir Poutine, j'ai entendu Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'autres dire « Ah, il a changé. Ce Vladimir Poutine-là, qui fait les atrocités en Ukraine, c'est aussi Hubert Védrine. Oui, Hubert Védrine. Donc c'est plus le même qu'avant. Vladimir Poutine, il a rasé Grozny. Il a bombardé les populations civiles à Alep. Alors évidemment, le changement, c'est sur le sol européen aujourd'hui. Mais Vladimir Poutine n'a pas changé. Il a toujours dit au peuple qui entourait la Russie et à son propre peuple, vous voulez la démocratie, vous aurez la guerre. Vous voulez la liberté, vous aurez la mort. Alors vous savez, monsieur, BP, Shell, ExxonMobil, les grandes majors du pétrole ont quitté la Russie. Alors qu'on ne vienne pas nous faire le cirque si les nôtres se retirent, la plupart des pays sont plus exemplaires que nous. Mais, à un moment donné, moi mon sujet c'est pas simplement les décisions des entreprises, c'est ce que font les gouvernements. C'est le signal que nous, Européens, en tant que puissance politique, nous adressons et nous mettons en œuvre avec un seul objectif, le cessez-le-feu et la fin des atrocités et le retrait des chars russes. Vous venez de faire référence à l'Europe, c'est une question centrale, non seulement dans votre campagne, mais dans vos convictions. Vous parlez d'une défense européenne comme d'autres. Est-ce que la question aujourd'hui, à tout le moins à moyen terme, est-ce que la France devrait envisager de partager l'arme nucléaire, certains l'ont déjà suggéré, à l'échelle européenne, mais est-ce que c'est un horizon pour vous, un partage de l'arme nucléaire avec l'ensemble des Européens? Aujourd'hui, notre nécessité, c'est effectivement d'avoir une grande politique étrangère européenne, de peser dans les affaires du monde, et on voit toute l'instabilité qu'il y a à nos frontières, sur l'ensemble de notre front oriental, comme sur la Méditerranée. Il y a de l'instabilité partout. Donc, si on veut contribuer à résoudre les problèmes, il faut qu'on ait une grande politique étrangère. Et pour avoir une grande politique étrangère, il nous faut une politique de défense. Donc, moi, je suis extrêmement favorable à ce que on mette en commun de plus en plus nos politiques militaires, d'avoir des corps européens. Mais on n'est pas du tout au stade. On n'est pas au stade du partage de la dissuasion nucléaire. On n'est pas à ce stade-là. Vous dites on n'est pas au stade, donc on n'en est pas rendu là. Mais à l'horizon, j'en comprends que ça fait... On verra l'évolution. Vous êtes un homme d'avenir, vous proposez de réfléchir à long terme. C'est une vraie question de long terme pour la France. Mais si à un moment donné, on avait une vraie politique européenne de défense, on peut parfaitement imaginer, élargir, y compris la protection que nous apporte la dissuasion nucléaire dans ce contexte très particulier à d'autres pays. Moi, ce que j'ai proposé encore hier, c'est que on voit combien l'Union européenne est importante. Et franchement, les candidates et les candidats qui veulent sortir aujourd'hui de l'Union européenne sont totalement irresponsables. À qui faites-vous référence ? Au regard. Ah bah il y en a plusieurs. Qui veut sortir de l'Union européenne en ce moment ? Ah bah écoutez, vous avez quand vous écoutez Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle veut pas sortir de l'Union européenne. Elle dit plus la même chose. Mais non, attendez, elle dit il faut une coopération, il faut des projets qu'on construit pour l'Europe. Vous avez Jean-Luc Mélenchon dit il faut que chaque pays puisse choisir ce qu'il retire de l'Union européenne comme sujet commun. Vous imaginez bien quand 27 pays vont faire la liste de tout ce qu'on va refuser, on va pas avoir un menu très élaboré pendant les déjeuners des sommets européens. Et dans ce moment-là, au contraire, on voit bien que si on veut peser face aux dictatures, si on veut peser face aux puissances économiques, publiques comme les États-Unis ou privées,
Il nous faut cette Europe. Moi, j'ai proposé hier que un des éléments pour accélérer le renforcement de l'Union européenne, c'est qu'on ait une union franco-allemande beaucoup plus forte, on ait quelques sujets partagés, où on essaye vraiment d'avoir en commun les mêmes politiques sur l'industrie, sur le climat. Sur la défense ? Sur la défense, évidemment. Il faut pas que avec l'achat du matériel militaire. Mais c'est pour ça qu'il faut changer ça. Bien sûr. Il faut changer le fait... On n'aura pas de politique de défense européenne sérieuse si les États européens se fournissent auprès des Américains. C'est une évidence. 35 et c'est pour ça que je vous dis que c'est une faute. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Mais les Allemands ne sont pas des Européens sérieux en ce moment ? Si vous voulez, on est dans un système où vous savez qu'il y a une présence de l'OTAN en Allemagne. Vous savez que les Américains imposent, puisque s'il y avait des avions qui transportaient des ogives, c'est de la responsabilité de l'Allemagne, même si les ogives sont américaines, et donc les Américains imposent que ce soit des F-35 qui transportent les ogives américaines. Il faut construire la sortie de ça, pour qu'on ait à la fois une politique de défense et une industrie d'armement européenne qui permettent d'équiper une défense européenne. C'est un énorme projet pour l'Europe, mais c'est un projet essentiel aussi. C'est un projet essentiel, encore une fois, parce que notre crédibilité à l'échelle mondiale, aujourd'hui, en dépend. Alors commençons sur des grands sujets européens, on l'a dit, sortir des dépendances aux énergies fossiles, sortir des complaisances politiques qui sont liées à ces énergies fossiles. On a parlé de Chevènement, on aurait pu parler de Fillon, on aurait pu parler de Schröder en Allemagne. Mais Yannick Jadot... tous ces dirigeants ont été complaisants vis-à-vis de Poutine et ça donne le résultat d'aujourd'hui. L'un des grands projets de l'Europe, on l'a vu vendredi, c'est cet accord de coopération pour mener des achats groupés de gaz avec une situation d'urgence. C'est ce que j'ai proposé à votre micro il y a encore quelques jours. Sinon, je ne sais plus exactement, le temps passe vite. Mais n'est-ce pas contradictoire avec les objectifs que vous poursuivez ? Vous avez été très dur tout à l'heure sur la poursuite d'une société fondée sur les énergies fossiles. Mais bien sûr, là, on a une situation d'urgence. Et moi, je veux que l'Union européenne, comme elle s'est donné les moyens d'acheter en commun les vaccins, comme elle s'est donné les moyens d'installer sur le territoire européen des usines pour les produire, eh bien, je veux qu'on fasse la même chose vis-à-vis d'une autre menace, celle des énergies fossiles. Et donc, moi, j'ai proposé, je suis très content que au niveau européen, ça soit repris, l'idée d'un acheteur unique européen. Il faut aussi sortir... Mais la question, c'est on achète à qui ? Pardonnez-moi, Zelensky appelle à ce que le Qatar augmente sa production de gaz. C'est une bonne idée de dépendre du Qatar en matière des droits de l'homme, monsieur Jadot ? Mais vous savez... Non mais c'est ça les vraies questions, pardonnez-moi. Mais oui, je suis d'accord. À qui on achète ? Je suis d'accord, mais les vraies questions, c'est bien d'en sortir. Mais attendez, c'est trop facile. Vous sautez une étape. On est quand même dans un truc incroyable. Vous savez, les écologistes alertent depuis des années, j'allais dire des décennies, sur les dangers de notre dépendance aux énergies fossiles, pour le climat et pour la démocratie. Des années et des années. On a proposé, depuis tant d'années, des mesures, je l'ai dit, pour que nos logements, on ait moins froid l'hiver dedans, moins chaud, qu'on les isole, c'est du pouvoir d'achat. Pour qu'on ait des transports collectifs plus faciles et que les Français soient moins piégés par l'automobile, qu'ils aient d'autres soutiens. Il y a des endroits, et je viens de Picardie, il faut la bagnole, mais là on nous a dit, vous êtes des dogmatiques. Oh là là, vous êtes des dogmatiques. Il y a encore quelques semaines au niveau européen, vous le savez, tous les dirigeants politiques européens disaient « mais le gaz c'est vert, il faut que ça bénéficie de l'argent public ». Voilà. Donc, quand on alerte sur la catastrophe, on est des catastrophistes. Quand on propose des solutions crédibles, on est des dogmatiques. Et quand la catastrophe arrive, on nous dit vous êtes incompétents puisque vous n'avez pas résolu les problèmes. À un moment donné, Françaises, Français, donnez-nous le pouvoir et vous verrez qu'on sortira de toutes ces dépendances. Et vous avez raison, madame. Vous avez raison, de toutes ces complaisances. On va marquer une très courte pause. J'aimerais revenir avec vous, Yannick Jadot. On va parler un peu sur la météo. Vous avez vu qu'il fait très beau ces derniers jours. On a un épisode de pollution assez forte aux particules fines. Vous en avez fait mention tout à l'heure. Dans plusieurs grandes villes, les véhicules au-dessus de critère 3 n'ont pas le droit de rouler. Que dites-vous, Yannick Jadot, à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule faiblement polluant et qui, très bientôt, dès 2024, partout où il y a des zones à faible émission, c'est-à-dire dans toutes les agglomérations,
agglomération de plus de 150 000 habitants, ça voudra dire interdiction de rouler. Alors, dans les ZFE en 2024, ce sera à partir de critère 1. Critère 1, c'est 23% seulement du parc automobile. Est-ce que vous pensez que les gens vont accepter cette législation-là sans broncher ? Vous parlez de sans broncher, en fait. Le problème sont nos bronches. C'est 50 à 100 000 morts par an, la pollution de l'air. C'est la première cause de mortalité aujourd'hui, devant l'alcool et le tabac. C'est énorme, en fait, les ravages de la pollution de l'air. Enfin, la mort sociale en bonne santé. Non, attendez, j'y arrive. Vous avez raison. Et vous savez, notre objectif, depuis longtemps, c'est à la fois, je l'ai dit, mais c'est important, de développer, j'arrive sur les voitures, de développer les transports collectifs. C'est pas rien, mais ça fait depuis des années qu'on ferme les petites gares, qu'on n'arrive pas à développer les tramways, les cars, pour faire en sorte que, quand c'est possible, il y ait une alternative à la voiture. Et dans de nombreux endroits, notamment où les maires sont écologistes, on est en train de mettre en place ce qui fait que les familles parfois peuvent se séparer d'une voiture sur deux parce que d'un seul coup, il y a une offre de transport en commun qui est digne de ce nom. Deuxième chose, dans mon projet, je l'ai dit, je veux, vous savez, quand vous allez au boulot en transport en commun, il y a une partie de vos frais qui sont remboursés. Il y a aujourd'hui dans la loi ce qu'on appelle le forfait mobilité durable, mais qui est optionnel pour les entreprises. Je veux le rendre obligatoire et ça peut économiser, si on passe en covoiturage, avec des applis qui sont construites sur les bassins de travail, en lien avec les bassins d'habitation. Si on passe au covoiturage, je veux qu'il y ait une prise en charge des factures de carburant jusqu'à 1 000 € par an. Enfin, je double la prime à la conversion vers l'électrique. Et vous êtes le Père Noël en avril. Vous ne nous dites pas un instant comment vous financez cela. Là, je réponds à la question. Oui, mais il y a un moment de crédibilité, monsieur le candidat. Qui est le plus flou sur le financement de son projet, c'est Emmanuel Macron. Moi, tous les chiffres sont connus. Tous les chiffres sont connus. Et dernier point, le rétrofit aussi. On soutiendra le rétrofit. Vous savez, vous gardez votre véhicule. C'est très important pour les artisans notamment, parce que souvent leur véhicule est installé. Donc c'est un véhicule thermique qu'on convertit en électrique. C'est juste le moteur, vous le changez. Oui. Et on soutiendra ça. Et donc, on va faire en sorte que ça se passe bien. Mais le point de départ, ne l'oublions jamais, c'est 100 000 morts par an. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On a nos gamins qui, en ce moment, quand ils jouent dans la cour, ils attrapent des maladies. On a une explosion de l'asthme. Bien. On a une explosion des maladies. On a noté vos propositions, monsieur Jadot. C'est important. C'est important. Question d'actualité à présent. La Covid a remis la santé au cœur de notre société. Bien. Question d'actualité, on doit protéger. Monsieur Jadot. On doit protéger. Une nuit de tension avec des heurts entre CRS et nationalistes. Des CRS accusés d'avoir chanté la Marseillaise. On en est là, le jour des obsèques d'Ivan Colonna. Vous qui êtes favorable à une autonomie de plein droit, est-ce que vous dites ce matin que tout dialogue est impossible dans de telles conditions de violence ? La violence, ça aide pas au dialogue. Ça, c'est une évidence. C'est même souvent un blocage. Mais vous savez ce qui est terrible, on l'a vu dans ce quinquennat, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, depuis 5 ans, il n'a pas traité le dossier corse. Vous avez une majorité en Corse, dirigée par Gilles Simeoni, qui, depuis des mois et des mois, avec une majorité forte, appelle au dialogue avec l'État français. L'autonomie de plein exercice et de plein droit a été soutenu par les régions de France, toutes les régions de France. Si, l'association des régions de France a soutenu. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière l'autonomie. Si, c'est important. Mais c'est une négociation. Oui. C'est cette négociation qui doit s'engager. Mais jusqu'où doit-elle aller ? Et vous avez vu, en fait, le président de la République a commencé à s'intéresser à la Corse quand il y a eu des drames. Oui, c'est pas possible. Vous considérez que des CRS qui chantent la Marseillaise, c'est une provocation, Yannick Jadot, parce que l'actualité chaude, elle tourne autour de cet épisode-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si mais il y a quand des bien personnes... même chanter la Marseillaise n'est pas une provocation. Non, mais vous faites pas ça aux obsèques de Colonna, parce que c'est une provocation. Si c'est vrai, chanter la Marseillaise en France, c'est une provocation. Mais non, vous les chantez pas quand vous êtes sur la mort de quelqu'un. Parce que ça a été construit comme une provocation. Si c'est vrai,
Et évidemment, je n'ose pas imaginer que ce soit une instruction qu'ils aient reçue. Moi, je suis contre toutes les violences. Je dis que ça fait des années qu'on doit construire avec la Corse cette relation apaisée. Il y a des problèmes fonciers en Corse, vous le savez. Il y a des problèmes de gestion du tourisme, vous le savez. Il y a des problèmes de continuité territoriale avec les transports, vous le savez. Il y a des problèmes de déchets, il y a des problèmes d'autonomie énergétique, vous le savez. Donc qu'on réfléchisse et qu'on mette de l'intelligence. Mais je regrette. Le président de la République a commencé à réagir au mouvement des Gilets jaunes. Hier, il y a eu des slogans, Monsieur Jadot, hier, il y a eu des slogans français de merde qui ont été... il y a quelques semaines, État français assassin. Je les condamne. Est-ce qu'on peut ouvrir un dialogue, un débat sur l'autonomie dans ces conditions? Est-ce que vous, président, vous le poursuivez, ce dialogue? Le débat, il ne va pas se construire avec ceux qui crient ça. Vous avez une collectivité de Corse, vous avez des élus qui, depuis, encore une fois, des mois, sinon des années, appellent à ce dialogue apaisé avec l'État français. Et je regrette profondément que le président de la République n'ait pas saisi cette main tendue, n'ait pas saisi cette intelligence collective qui s'est installée et qu'on attende qu'il y ait des violences insupportables que je condamne pour commencer à bouger. Et c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Il faut anticiper. Mais vous parlez d'autonomie pour la Corse. Est-ce que vous parleriez d'un statut particulier pour la Corse? C'est-à-dire pas simplement de la décentralisation pour tous, un statut particulier pour l'île, mais pour le peuple corse? On a déjà sur plusieurs territoires, départements d'outre-mer, des situations particulières. Si je prends la question, moi j'ai toujours été pour l'expérimentation des politiques publiques à l'échelle des territoires. Ça, c'est de l'intelligence. Parce que la situation de Corse n'est pas la même que la situation des Hauts-de-France. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que sur certains sujets, les Hauts-de-France ont des compétences et la Corse en a d'autres. Je parlais de la question du foncier, qui est une question très lourde pour nos territoires touristiques. Vous avez un développement du foncier uniquement porté vers le tourisme. Les habitantes et les habitants, c'est en Corse, mais vous l'avez dans le Sud-Bretagne, vous l'avez dans les Landes, les habitantes et les habitants n'arrivent plus à accéder à un logement à un prix décent parce que ces logements, ces habitations sont réservés au tourisme pour quelques semaines. Est-ce qu'à un moment donné, on peut simplement discuter et réfléchir à résoudre ces problèmes-là? C'est ce que je propose. Au cours de cet entretien, pour revenir à votre candidature, vous avez tapé très fort tout à l'heure sur le groupe Total, par ailleurs également sur Jean-Pierre Chevènement. Hier, à la tribune, vous avez dénoncé la République des lobbies. Oui. Vous avez cité les pesticides, l'élevage, les constructeurs automobiles. Les Verts allemands n'ont-ils pas, eux, bâti leur succès et leur accession au pouvoir, d'ailleurs, justement par le dialogue et des compromis avec les industriels? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir. Vous faites beaucoup d'ennemis, il me semble, à travers les déclarations très offensives que vous pouvez avoir. Vous savez, moi, je discute beaucoup avec les entreprises. Vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui assument, qui ont bien compris le monde dans lequel on vivait et les menaces qu'on devait éviter. Sur le climat, on a parlé des terres rares ou l'accaparement des ressources. Vous voyez bien, l'ordre mondial se reconstruire sur l'accaparement des ressources. On le voit quand même, c'est prégnant. Donc tout ça relève au fond de notre logiciel écologique. Mais vous avez vu le scandale encore dénoncé la semaine dernière. Vous aviez la conseillère du président de la République, issue du lobby de l'alcool, qui est intervenue en tant que conseillère du président de la République pour atténuer les campagnes de santé contre l'excès d'alcool. Mais vous voyez bien la confusion quand même. On a un lobby de la chasse qui assume parfaitement d'avoir table ouverte à l'Élysée pour défendre y compris des chasses cruelles, des chasses qui sont immédiatement interdite par les tribunaux français, mais que le président de la République ouvre. Monsieur Jadot, et on peut multiplier le lobby les choses. n'est pas un gros mot, n'est pas un mot tabou. On peut discuter avec des groupements d'intérêt. Bon, quand je suis vous n'allez pas les bannir parce qu'ils viennent, vous dites qu'ils viennent à l'Élysée. Je suis un législateur. Donc, je rencontre toutes les parties prenantes d'un sujet. La question, à un moment, c'est qui décide ? C'est qui décide ? Et moi, je veux que, effectivement, nous ferons une grande loi de séparation des lobbies et de l'État. Les McKinsey qui font les politiques publiques à la place des hauts fonctionnaires et des élus, on les mettra dehors. Vous, président, il n'y a pas de cabinet de conseil sollicité par votre gouvernement? Certainement pas.
Des cabinets de conseil à 1 milliard, quand vous avez une des hautes fonctions publiques les mieux formées du monde, avec des cabinets qui viennent expliquer, en gagnant des millions et des millions, comment faut réduire les avantages du RSA, qui est à 560 €, comment faut supprimer ou réduire les APL, je trouve ça indécent. Il est temps de conclure, Yannick Jadot. On est dans la dernière quinzaine avant le premier tour. C'est le moment de simplifier le message aux électeurs. Pour le résumer en une phrase, Yannick Jadot, quel est le vôtre? Pourquoi voter, Yannick Jadot? Il faut voter Yannick Jadot pour anticiper les crises et les éviter. Parce que le climat, la biodiversité, avec ses conséquences, leurs conséquences pour la justice sociale et la paix, sont au cœur. Alors oui, paix, climat, c'est le même combat. Et moi, je veux faire en sorte que notre pays écrive une magnifique histoire, une page de son histoire autour de ces grands enjeux qui sont les grands défis de l'humanité. On peut ajouter connaissance, une note plus légère, j'allais dire, mais parfois vous êtes interrogé, Yannick Jadot, sur des éléments importants. Vous êtes député européen. La Bulgarie et la Roumanie sont-elles dans l'UE? Est-ce que vous savez où placer la Lituanie et l'Estonie? Connaissez-vous la capitale de la Lituanie et l'Estonie? Vous avez un peu séché sur ces sujets. J'avoue que notamment les pays baltes, j'ai eu du mal. Quand il va falloir les défendre, il faut savoir où ils sont placés. Je sais, mais vous avez parfaitement raison. Mais d'ailleurs, on est plutôt présent en Estonie que dans les autres. D'ailleurs, ça c'est. Donc c'est vrai que là-dessus, j'adore l'histoire, mais j'avoue qu'à l'école, sur la géographie, j'ai toujours eu du mal. Il est temps. Il n'est jamais trop tard pour regarder la carte. Faut, évidemment. Mais j'ai un globe chez moi. Je le regarde en permanence, mais c'est vrai que sur les pays baltes, sur l'Estonie, la Lituanie. On vous offrira une carte détaillée des trois États. Et la Lettonie, j'ai toujours du mal à les placer dans le bon ordre. Merci Yannick Jadot. Merci Yannick Jadot. Bonne journée à vous.